Si vous souhaitez investir dans l'immobilier cette année, vous allez forcément passer par ces 5 étapes. Numéro 1, la recherche et l'élaboration d'une stratégie. Numéro 2, l'urbanisme et la partie administrative de votre projet. Numéro 3, la banque. Numéro 4, la fiscalité. Numéro 5, les travaux. Et je mets volontairement les travaux en majuscule dans cette vidéo puisque c'est bien le thème de celle-ci. On va creuser ensemble cette partie un peu mystérieuse et parfois qui fait peur de l'immobilier. Et j'aimerais m'adresser à vous. Si vous êtes artisan ou que vous travaillez de près ou de loin dans le secteur du bâtiment, parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une mine d'or immobilière dans les mains. Alors si vous avez un ami artisan avec qui vous pourriez vous associer, c'est évidemment pareil. L'idée ici est de vous présenter selon moi le système le plus abouti quand on travaille dans l'immobilier de manière opérationnelle avec ses mains en tant qu'artisan et qu'en plus de ça, on veut s'enrichir en bâtissant du patrimoine immobilier. Un système à la fois administratif, bancaire, fiscal, encore une fois le plus optimisé possible pour investir dans la pierre. Bref, je vous en dis pas plus, c'est parti. Étape numéro 1, savoir plaire aux banques. Alors ça, c'est l'aspect central de tout travail immobilier, puisque vous l'avez compris, si vous n'êtes pas la première vidéo de cette chaîne YouTube que vous regardez, la banque, c'est le nerf de la guerre. Au sein de mon club d'investisseurs ImmoLunch, on accompagne des dizaines de personnes à investir dans l'immobilier et je peux vous garantir de très loin que la matière sur laquelle on travaille le plus, la matière sur laquelle on fait le plus de live chaque semaine, sur laquelle nos clients posent le plus de questions à leur coach référent, c'est bien la matière bancaire. Comment parler au banquier, comment approcher le banquier, comment lui expliquer notre dossier pour qu'il soit le mieux emballé possible, j'ai envie de dire. C'est vraiment un game changer en termes d'investissement immobilier et je vous invite à regarder toutes les vidéos de cette chaîne qui parlent de cette matière. Alors maintenant, quand on est indépendant, artisan ou chef d'entreprise et qu'on veut utiliser cet effet de levier bancaire, il faut savoir que votre profil est un petit peu atypique aux yeux de la banque. Vous êtes potentiellement auto-entrepreneur, à votre compte, entreprise individuelle ou peut-être salarié de votre propre entreprise dont vous êtes également le dirigeant. Et ça, les banques de manière générale, certaines aiment bien, d'autres aiment un petit peu moins. Vous allez comprendre où je veux en venir. Globalement, dans les grandes lignes, retenez que la banque, ce qu'elle aime dans ce genre de profil, c'est quelqu'un qui va venir avec numéro 1, 2 ou 3 ans de bilan derrière lui pour justifier que son entreprise elle fonctionne, qu'elle est en croissance, qu'elle génère du chiffre d'affaires et des marges qui sont intéressantes. Et pour ça, la banque, elle ne va pas se croire sur votre parole, même si vous avez l'air d'être un mec sympa, elle va se baser sur des bilans. D'où le fait que vous avez probablement déjà entendu votre banquier vous dire « Avant de vous financer un bien immobilier, j'aimerais avoir 2 ou 3 bilans de votre entreprise. » Deuxième paramètre à prendre en compte, une rémunération du dirigeant qui est maîtrisée. Si la banque, elle s'aperçoit que votre entreprise génère environ 10 000 euros de résultats par mois et que vous décidez de vous verser 5 000, 6 000 euros par mois de salaire, soit environ, grosso modo, 10 000 euros par mois de coût pour l'entreprise avec les charges salariales, eh bien la banque, ça, elle aime pas. Ce qu'elle va aimer, c'est qu'à la fin de la partie, à la fin de chaque mois et idéalement à la fin de l'année, eh bien il reste de la trésorerie. C'est qu'elle est à l'intérieur de l'entreprise, une sorte de fonds de roulement, ce qu'on appelle dans le milieu un BFR, besoin en fonds de roulement. Alors chaque entreprise, en fonction de si c'est de la menuiserie, si c'est de la plomberie, si c'est du dépannage ou de l'installation, va avoir un BFR différent, mais grosso modo, retenez que la banque, plus vous avez de trésorerie, plus elle se sentira confortable. Troisième paramètre que la banque va apprécier, des frais de société raisonnables. Si le banquier, parce que vous allez lui donner vos bilans, parce que vous allez lui donner vos 3 derniers relevés de compte, qui va l'y passer dans un ordinateur, plus ou moins de l'IA, bref, rentrons pas dans les détails ici, il s'aperçoit que, eh bien, vous avez le dernier Dodge Ram Tout Option qui est passé sur l'entreprise. Et puis qu'en plus de ça, vous avez énormément de séjours professionnels dans le sud de la France, que vous avez des bureaux qui sont très chers par rapport à votre nombre d'employés, que vous avez beaucoup de camions et que des camions Mercedes qui coûtent très cher. Tout ça accumulé, si elle voit que vous faites passer votre train de vie sur l'entreprise, c'est encore une fois quelque chose qu'elle va peu apprécier. Ici, c'est plutôt un drapeau rouge. D'où le fait que la banque, elle va aimer qu'il y ait des frais raisonnables, standards, classiques, qui rentrent bien dans les cases et ne pas essayer d'aller trichouiller à droite à gauche en faisant passer des trucs qui ne sont pas forcément ultra dans les clous. Maintenant, voyons ce que la banque n'aime pas et ce qui va
va apparaître pour vous en tant qu'artisan ou profession indépendant comme un drapeau rouge dans l'ordinateur. Numéro 1, et ça rejoint mon troisième point précédent, des frais démesurés. Encore une fois, je reprends les mêmes exemples, mais si vous avez des frais de réception qui vont pomper 10% de vos bénéfices pour faire ces fameux séminaires, vous savez, au Grand Prix de Monaco, vous avez emmené des clients, ou à Roland-Garros, ou au match de l'OL, ça, c'est pas forcément quelque chose à faire de trop. Encore une fois, le curseur peut être placé sur un juste milieu, mais disons que ce sont des informations qui peuvent faire peur à votre banquier. Deuxième drapeau rouge que la banque va détester, là pour le coup, c'est que vous n'ayez aucun salaire. En tant que chef d'entreprise, vous pouvez décider d'avoir du salaire, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez vous verser 1500, 2000, 2500, 3000 euros de salaire. Avec les charges salariales, cela coûtera 6000 euros à l'entreprise et c'est bien sur ce salaire que vous aurez ensuite de l'impôt sur le revenu, etc., etc. Mais vous avez aussi la possibilité, et c'est en général une option plus intéressante sur le plan fiscal, de vous verser du dividende. C'est-à-dire des parts du bénéfice de votre entreprise, une fois que le bénéfice sera constaté avec un bilan comptable. Alors, vous pourriez avoir la fausse bonne idée de vous dire « Tim, moi si je fais les calculs de charges sociales, de fiscalité, de taxation générale de mon revenu, il vaut mieux que je me verse 100% de dividendes et pas du tout de salaire. » C'est vrai sur le plan mathématique, mais sur le plan bancaire, votre banquier ne va pas du tout aimer que vous n'ayez aucun salaire. Même si le dividende va rentrer dans votre revenu global de l'année, que vous allez pouvoir en justifier avec un papier, il va préférer que vous ayez moins de dividendes et tous les mois un salaire minimum qui tombe de manière régulière. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, la plupart des banques raisonnent de cette façon. Adaptez-vous et encore une fois, le curseur peut être placé sur un juste milieu qui vous convient. Enfin, troisième drapeau rouge aux yeux de la banque, c'est tout simplement le fait d'avoir trop de stock. Le stock, vous le savez, si vous êtes une entreprise qui détient du stock, qui a besoin d'un gros stock pour pouvoir nourrir ses clients, c'est vraiment quelque chose de lourd à porter sur le plan comptable, sur le plan fiscal et surtout ça peut représenter, alors je parle ici du stock, je parle également du matériel, quelque chose qui va peser lourd sur le plan des charges récurrentes. Je pense à une flotte de camions si vous êtes une entreprise de bâtiment, mais ça peut pourquoi pas être une mini pelle que vous utilisez 2 fois dans l'année, ça peut être une bétonnière thermique que vous utilisez 1 fois dans l'année. Tout ça, si vraiment vous n'en avez pas besoin, je vous conseille de vous en débarrasser. La banque, plus elle verra que vous avez une rémunération maîtrisée, que vous n'avez pas trop de coûts de fonctionnement, que vous avez du résultat chaque mois sur l'entreprise, que vous n'avez pas trop d'impayés sur vos factures. Tout ça, dites-vous, ça viendra bonifier votre dossier et ça vous aidera à utiliser l'effet de levier bancaire. Alors, faire attention à toutes ces choses, c'est bien parce que dans le système fiscal que je vais vous présenter à notre deuxième étape de cette vidéo, ce n'est pas vous qui allez emprunter directement pour investir dans l'immobilier, mais c'est bien votre société qui va être la boîte à cash, qui va servir d'effet de levier pour emprunter de la dette et grâce à cette dette acheter de l'immobilier, ce même immobilier qui va rembourser cette dette et en plus de ça rembourser une partie de votre entreprise. Bref, vous allez comprendre juste après. Tout ça pour dire que la banque, elle va avoir un vrai raisonnement où elle va additionner votre trésorerie perso, votre trésorerie pro, la totalité de vos revenus si vous détenez 100% de votre entreprise et c'est ça qui va lui permettre de tendre l'élastique. Très rapidement, retenez que la banque, grosso modo, elle va tracer une courbe avec ici tout simplement le temps, ici le volume de vos revenus en kilo-euros par exemple et grosso modo le raisonnement un petit peu qu'elle va faire dans son ordinateur, c'est qu'elle va additionner le volume de vos revenus perso, le volume de la marge sur l'entreprise, le volume de votre épargne, le volume de la trésorerie de l'entreprise dans l'exemple fiscal que je vais vous présenter juste après et tout ça va lui donner une courbe hypothétique de croissance de vos revenus, de votre trésorerie, etc. Et en fonction de ça, elle va vous autoriser à avoir un certain volume de dette. En fait, la banque, dans son raisonnement mathématique, elle va prendre l'addition de votre revenu en tant que salarié, de vos dividendes si vous voulez ça du dividende, de la trésorerie de l'entreprise, de votre trésorerie personnelle et ça va lui donner une courbe hypothétique de croissance de vos revenus, d'où le fait qu'elle ait besoin de vos 3 derniers bilans qui a priori se situe ici et qui va faire des hauts et des bas mais dans un sens plutôt croissant. En tout cas, d'avoir des revenus croissants, c'est le but du jeu. Ensuite, pour pouvoir vous charger en dette pour faire de l'immobilier, elle va respecter une sorte d'intervalle qui va lui aussi varier à travers le temps pour faire en sorte que la distance entre vos revenus, ce que vous valez, et vos dettes, ce que vous devez, soit constante. Et c'est la raison pour laquelle si au bout d'un moment, je prends un autre
schéma hypothétique qui pourrait se passer. Admettons que vous décidiez d'acheter un mauvais bien immobilier. Ce que j'appelle un mauvais bien immobilier, c'est un bien qui à minima ne s'autofinance pas, qui ne rapporte pas de cash flow, qui a une mauvaise rentabilité. Vos revenus vont malgré tout augmenter grâce à vos loyers, mais pas autant que votre dette. Et admettons que dans le même temps, l'entreprise connaît un coup de mou, ce qui veut dire que la courbe va avoir tendance à s'infléchir un petit peu. Si dans ce même temps, pour financer ce bien immobilier, vous avez rajouté à nouveau une étape de dette qui va ensuite se désendetter avec le remboursement des loyers, mais pas dans l'immédiat. Et bien ici, cet intervalle-là, l'élastique va se détendre et retenez que l'élastique qui se détend, c'est ce que déteste la banque. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir toujours un intervalle qui soit égal entre ici, ici et ici. Et dès qu'il va se détendre, elle va tout simplement fermer les vannes de l'endettement le temps que vous puissiez vous refaire. Pour que toute cette belle musique fonctionne, il va falloir passer à l'étape numéro 2, créer le bon système fiscal. Alors évidemment, ici, je parle de la holding, qui est une société qui va détenir une autre société, notamment votre société de bâtiment, qui va elle-même pouvoir emprunter, faciliter les flux pour aller derrière investir dans l'immobilier. Je m'explique. Le schéma fonctionnel que vous pouvez utiliser, c'est le suivant. Vous avez ici en bas de l'écran votre société de bâtiment. La société, je veux dire classique, avec ses camions, avec ses ouvriers si vous en avez, etc., etc. Vous allez faire racheter cette société avec un lien capitalistique, admettons, je ne sais pas, de 100% par exemple, par une autre société qui, elle, va être la fameuse holding. Holding qui veut dire détenir en anglais, c'est ce qu'on appelle dans le jargon plutôt francophone, une société mère vis-à-vis d'une société fille. Cette holding, elle va récupérer, comme elle est 100% détentrice des titres de votre société de bâtiment, 100% du résultat à la fin de l'année, les fameux dividendes, qui ne vont plus être versés à vous, dirigeants, mais qui vont bien être versés à votre holding, dont vous-même, en fait, dans la réalité des choses, vous êtes dirigeant, ce qui veut dire que vous pourriez vous verser le dividende à partir de la voie supérieure de ce schéma. Cette même holding, au lieu de vous verser un dividende et de payer la fameuse flat tax et bref de tous les inconvénients que ça comporte, elle va faire redescendre sa trésorerie dans une autre société qu'on va également appeler une filiale qui, elle, va être une SCI. Le schéma basique, c'est celui-ci. 3 avantages qui me semblent essentiels dans cette configuration. Numéro 1, éviter la flat tax. Si vous êtes propriétaire de cette entreprise de bâtiment, admettons, et je trace en rouge, que vous la détenez à 100% en direct, s'il y a, je dis n'importe quoi, 100 000 euros de résultats à la fin de l'année, ce qui est déjà une très belle boîte de bâtiment, pour vous le verser, vous allez d'abord payer 25% d'impôt sur les sociétés, ce qui va faire qu'il va vous rester 75 000 euros, et sur ces 75 000 euros, on va vous dégraisser de 30% de flat tax, ce qu'on appelle le PFU, prélèvement forfaitaire unique. Grosso modo, je prends des chiffres ronds, il va vous rester pour 100 000 euros de résultats ici, à peu près 50 kg euros dans votre poche en perso. Ces 50 kg euros que vous voulez utiliser pour faire de l'immobilier, donc que vous allez réinjecter en compte courant dans cette fameuse SCI, si admettons que la partie haute de notre schéma n'existe pas. Donc ça, c'est le premier avantage, éviter la flat tax, puisque quand une société filiale fait remonter des dividendes au sein d'une société mère, alors je rentre pas dans le détail ici du régime Murphy, de l'intégration fiscale, dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo dédiée à la holding patrimoniale, eh bien vous serez très faiblement taxé, pour dire quasiment pas taxé, sur une base d'IS de 5% des revenus que vous faites remonter, donc entre 15 et 25% des 5% qui vont remonter, sans vouloir complexifier les choses, vraiment pas grand chose par rapport à ce que vous aurez payé. Maintenant, deuxième avantage qui me paraît absolument incroyable quand il s'agit de parler de holding immobilière, c'est que vous allez pouvoir faire baisser votre résultat imposable de votre boîte de bâtiment. Admettons que cette société de bâtiment, elle a réalisé cette année un bénéfice de 100 kg euros. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, elle va donc payer 15% jusqu'à 38 000, puis ensuite 25%, arrondissons à 25, elle va payer 25 000 euros d'impôt. Ça, c'est le schéma où, encore une fois, la partie haute n'existe pas. Maintenant, quand on détient une holding et que cette holding détient plusieurs filiales et notamment dans une proportion majoritaire, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'intégration fiscale. Au lieu d'avoir un bilan ici, un bilan ici, un bilan ici, parce que ce sont 3 sociétés qui doivent déposer un bilan, vous allez avoir un bilan de groupe où on va intégrer la totalité des entrées et la
totalité des pertes. Mais admettons que votre entreprise de bâtiment, encore une fois, ait 100 000 € de résultats positifs, mais que de l'autre côté, vous avez acheté un immeuble où il y avait beaucoup de travaux, où il y a eu des frais de notaire, et patati patata, dans lequel vous avez un résultat comptable et non pas bancaire de moins 50 000 €. L'intégration fiscale, le fait de réunir via une holding ces deux sociétés et de faire un bilan commun pour chacune d'entre elles va faire que l'imposition globale que vous allez avoir au sein de votre groupe va être de 100 000 € les bénéfices d'un côté, moins 50 000 € les déficits de l'autre côté, soit 50 000 € de résultats pour le groupe et 25% de 50 000 €, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup moins que 25 000 € d'impôts. Enfin, troisième avantage de ce système fiscal, c'est que vous allez pouvoir baisser votre IR, votre impôt sur le revenu, qui est encore une fois l'impôt le moins optimisable de tous les impôts. Rappelez-vous qu'ici, la banque, elle va aimer qu'une partie des dividendes vous soit versée, donc là on part dans l'exemple où vous détenez ces sociétés en direct, encore une fois. Donc je ne sais pas, mettons qu'il y ait 100 000 € de résultats à la fin de l'année. La banque, elle va préférer que vous ayez pris, je dis n'importe quoi, 25 000 € de rémunération nette à l'année, ce qui a coûté 50 000 à la boîte, et que vous ayez 50 000 € de dividendes à la fin de l'année. Encore une fois, le curseur sur un juste milieu. Grâce à ce système de holding, vous allez pouvoir vous verser un bout de salaire ici et le reste le faire remonter en dividendes faiblement taxés dans votre holding. Et ce qui veut dire que votre boîte à cash, votre portefeuille, votre tiroir sous-scellé dans lequel vous stockez toutes vos économies, ça va bien être ces structures-là. C'est la holding qui va être la boîte à cash et qui va pouvoir redistribuer vers une SCI ou vers votre société de bâtiment si vous avez besoin de réinvestir dans des camions, une grue ou je ne sais quoi. Étape numéro 3, devenir le prestataire et le client. Une fois que ce système qu'on vient de voir ensemble est bien rodé, eh bien, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Vous allez pouvoir acheter avec votre SCI des immeubles à rénover ou des appartements à rénover et vous allez pouvoir faire sous-traiter une partie des travaux par votre propre boîte de bâtiment. Alors, beaucoup de mystères par rapport au fait de oui, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que la banque va l'accepter? Oui, je vous le dis d'expérience, j'ai déjà été associé dans une de mes structures avec un artisan. On a déjà fait faire les travaux par cet artisan. Ce même artisan, il a aussi des sociétés patrimoniales avec lesquelles il fait travailler sa propre boîte sur ses propres chantiers pour lesquels il a emprunté de l'argent. Et vous voyez le cercle vertueux qui se met en place. Vous allez emprunter et grâce à de la dette, nourrir votre patrimoine, en même temps nourrir les bénéfices de votre entreprise. Évidemment, c'est le top du top. Néanmoins, je dirais que pour que ce schéma fonctionne sur la durée, il va y avoir 3 paramètres à prendre en compte et surtout à prendre soin. Paramètre numéro 1, avoir un rythme d'opération régulier pour vous. Alors voilà, sans vouloir vous spoiler, vous n'allez pas pouvoir emprunter continuellement tous les 3 mois pour faire un nouveau chantier. Emprunter au nom de votre holding pour financer 100% des chantiers de votre entreprise de bâtiment, non ça, ce ne sera pas possible. Il va falloir avoir un rythme qui se met en place. Moi, je vous suggère au début de partir sur une opération pour vous par an, puis ensuite vous pourrez basculer à 2 opérations pour vous par an, puis à 3 par an. Et évidemment, plus vous avez de bonhommes dans l'entreprise, plus c'est facile d'aller déléguer une équipe qui fait ci, une équipe qui fait ça. En vrai, je ne vais pas vous apprendre comment gérer une entreprise de bâtiment, c'est pas du tout l'objet. Mais vous voyez où je veux en venir, ayez un bon rythme au début, pas trop important d'opérations qui vont être rénovées, d'appartements qui vont être rénovés pour vous et pas pour une tierce personne. Deuxième point de vigilance, ne faites que ce que vous savez faire. Et quand je parle de ce que vous savez faire, je parle des travaux pour lesquels vous avez une assurance décennale, pour lesquels vous êtes couvert, mais aussi parce que de l'autre côté de la balance, pour rester pro vis-à-vis de la banque, il faut qu'elle voit que vous réfléchissez comme un investisseur et pas comme un artisan qui cherche à grappiller des chantiers grâce à l'effet de levier bancaire. Parce que ça, c'est pas du tout ce pourquoi est fait l'emprunt immobilier pour une SCI au sein d'une banque. Et si la banque s'en rend compte, ça va pas du tout lui plaire. D'où l'intérêt d'avoir encore une fois ce rythme et de dire écoutez, moi j'ai une entreprise d'électricité, je vais donc acheter un appartement dans lequel je vais refaire la pose de sol, l'électricité et puis les peintures parce que j'aime bien ça. Mais pour ce qui est de la plomberie, de la maçonnerie, du carrelage, de la cuisine, je vais faire appel à des prestataires externes parce que ce n'est pas mon métier et mon objectif est de faire grossir un maximum les deux véhicules, la SCI d'un côté et l'entreprise de bâtiment de
l'autre côté. Enfin, troisième point de vigilance, gardez un bon BFR. Le fameux besoin en fonds de roulement que vous allez avoir pour votre entreprise de bâtiment, qui vont vous permettre de commander la fourniture pour les chantiers suivants, pourquoi pas réparer un camion si un camion est cassé. Et on pourrait être tenté de faire remonter la totalité de la trésorerie dans la holding. Et une fois que toute la trésorerie est dans la holding, on pourrait être tenté de dépenser la totalité dans un deal immobilier, 2 deals immobiliers, 3 deals immobiliers, parce que on aime ça, on a compris que ça vaut le coup et on a envie d'en faire beaucoup. Alors c'est une bonne chose et on peut avoir une volumétrie. Je connais des artisans qui achètent 4-5 opérations par an avec ce genre de système, mais ils gardent les pieds sur terre et ils gardent du coup de la trésorerie aussi au sein de leur entreprise de bâtiment pour continuer de la faire vivre. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez tellement développé ce système que vous deveniez le seul client de votre entreprise de bâtiment. C'est une possibilité, mais voilà, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite dans l'immédiat, d'où l'intérêt de bien huiler les deux systèmes, la roue avant et la roue arrière de votre vélo, pour être sûr qu'aucune des deux ne déraille à un moment donné. Enfin, étape numéro 4, faire grossir la fusée. Une fois que ce genre de système est mis en place, que vous avez travaillé pendant 1 an, pendant 2 ans, que vous avez fait la bascule 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et bien en fait, vous allez pouvoir vous multiplier quasiment à l'infini. Tout ça parce que sous votre holding, vous pouvez avoir non pas une SCI, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Une entreprise de marchand de biens racheterait un dépôt de matériaux si vous voulez faire un dépôt de matériaux. Et c'est vraiment ce qu'on appellera de la croissance externe en termes de groupe vertical. Vous n'allez pas racheter des autres boîtes de bâtiments qui seraient de la croissance horizontale. Acheter encore une fois, si vous êtes électricien, une boîte de plomberie, acheter une boîte de placo et puis réunir tout ça et faire travailler tout le système ensemble. Mais acheter des autres éléments de la chaîne de valeur qui va permettre de rénover de l'immobilier. Ça peut être des parts chez un négociant en matériaux, ça peut être de multiplier les SCI, ça peut être d'avoir une société de marchand de biens. Tout est possible et le plus vous allez développer de sociétés au sein de votre structure, le plus vous allez pouvoir faire de projets et le plus le groupe va prendre de la valeur au sens global. De manière synthétique, vous allez pouvoir accélérer la vitesse de la fusée avec 3 moyens. Moyen numéro 1, vous allez vous associer à des personnes qui ne savent pas faire les travaux mais qui ont potentiellement du cash à mettre dans des opérations. Typiquement, moi je suis artisan, je vais m'associer avec un collègue qui lui a 50 ou 100 000 euros de liquidité de côté. On va acheter un immeuble d'une valeur de 500 ou 1 million d'euros avec l'effet de levier de bancaire. C'est moi-même qui vais faire la totalité des travaux et en échange, lui, il va mettre un apport en compte courant de 50 ou 100 000 euros à l'intérieur du deal et on fera 50-50 sur la SCI ou 50-50 sur la SAS de marchand de biens. Ce sont des choses qui sont possibles. Deuxième levier, comme je vous l'ai dit, la temporalité de l'opération. Une fois que ce système est bien huilé, vous pouvez continuer d'acheter pour louer, mais vous pouvez aussi acheter pour revendre et créer une véritable activité de marchand de biens. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est une possibilité et nombreux sont les marchands de biens qui viennent du secteur du bâtiment. Enfin, troisième possibilité, c'est de varier dans les typologies d'opérations. Vous allez pouvoir acheter de l'immeuble, acheter du terrain et faire construire des maisons, faire construire un lotissement, acheter un immeuble de rapport, travailler sur des locaux industriels, sur des locaux commerciaux. Tout est possible à partir du moment où ce système est bien huilé, que les notions de BFR, de trésorerie, de remontée de dividendes, de bilan, d'intégration fiscale sont bien maîtrisées pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre petit à petit de faire grossir la fusée. En résumé, faire grossir votre entreprise de bâtiment si vous êtes artisan d'un côté et en même temps faire grossir grâce à l'un et à l'autre votre parc immobilier si vous êtes un investisseur. Alliez le meilleur des deux mondes via ce système de holding et vous verrez que vous me remercierez dans quelques années. Alors d'expérience au sein encore une fois de mon club d'investisseurs ImoLunch, on accompagne des dizaines d'investisseurs chaque mois qui sont eux aussi chefs d'entreprise, dirigeants, professions indépendantes, professions médicales, des médecins, des kinés, des pharmaciens, des avocats, des notaires, des comptables qui sont dirigeants et qui ont la possibilité aussi d'adapter le système que je vous ai présenté à leur propre profession, qui peut avoir tout un tas d'intérêts. En tout cas, si vous souhaitez en discuter avec l'un de mes associés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets dans la description de la vidéo, réserver un appel, c'est complètement gratuit, pour pouvoir discuter un petit peu de ce qui peut être fait et de la manière dont nous, notre équipe, avec nos partenaires avocats, juristes et comptables, on puisse vous aider à mettre en place le même genre de système et à passer à l'action dans l'immobilier locatif dans l'idée d'acheter un bien rentable en étant accompagné de A à Z. C'est l'objectif de ce programme. Et sur ces belles paroles, j'espère vous avoir appris plein de choses, vous avoir donné des idées avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao.